Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa Serradunga. Alors on arrive enfin à décembre 2017 à la première grande célébration qui faisait rêver à l'époque, vous allez le voir, on était tous comme des fous parce qu'il y avait des tonnes de nouveautés, ça faisait véritablement célébration, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on connaissait du jeu habituellement. Tout était nouveau, alors après il y avait aussi, on va voir, des problèmes, des mauvais choix de clap, des erreurs, et il y a beaucoup de gens qui ont arrêté le jeu suite à cet anniversaire parce que ça les a tués psychologiquement, mais globalement c'était quand même kiffant à vivre, c'était la célébration la plus sympa, et c'est surtout celle qui a posé les bases de toutes les célébrations du reste du jeu. C'est-à-dire que Clap n'a pas réussi à sortir de ça, de ce qu'ils avaient mis en place, c'est dommage, ils auraient pu nous surprendre avec des concepts très différents. Les deux rares fois d'ailleurs où ils ont sorti un petit peu de ça, c'était pour des idées plus mauvaises en plus. Donc vous allez voir quand même que c'était cool cette célébration de Noël. Et puis c'était aussi le début de la version Glow. On va le voir avant que les deux fusionnent. Parce que pendant je crois c'est quoi, 6 mois, les deux ont été séparés et après elles se sont rejointes. Alors, premier ajout des passifs. Donc je vous rappelle que au niveau du 2/3 du mois de novembre, on avait eu ce portail d'attaquants tueur de gardiens, qui avait implanté les passifs. Mais c'était voilà, un premier essai, c'était pas terrible. Et là, Clap commençait à donner des passifs aux anciens joueurs, voilà, se lancer là-dedans, dans l'ajout de passifs avec des bonnes idées, des mauvaises idées, des joueurs qui sont revenus sur le devant de la scène, d'autres non. Et ça commençait avec l'ajout de 6 passifs, d'abord sur le Yuga collège, qui n'a jamais eu une importance dans le jeu puisque il avait qu'un tir A et donc il était moins intéressant que le Yuga moins de 16 ans et qui était plus fort, qui avait un tir S, etc. Donc bon, en soi c'était qu'un joueur qui va avoir une utilité pour les events où il faut jouer des collégiens. Alors, réduction de consommation de stamina, moins 20% sur l'utilisation des techniques spéciales. Alors nul, parce qu'il avait déjà un tir A, donc son problème principal c'était pas l'endurance. Donc non, pas intéressant. Après, pour les events, c'est vrai que avec le tir S et cette économie d'endurance, il va être intéressant dans certains events. Ensuite, en dessous, le Misaki. Misaki Cancer à l'origine, un joueur nul qui avait pas de technique S, qui avait qu'une volée A. Il ne pouvait pas marquer de but sur les meilleurs gardiens, il pouvait à peu près rien faire, donc c'était vraiment voilà, l'un des pires joueurs du jeu. Ça y est, il commence sa légende, où il devenait un Misaki Cancer parce qu'il était redoutable en PvP. Donc là, il avait le passif plus 80% en puissance pour l'utilisation des techniques ballon bas. Donc évidemment là, avec plus 80%, il devenait monstrueux, ça devenait un gros buteur. Alors après, toujours pareil, il fallait réussir à lui envoyer le ballon bas. Je vous rappelle que les compétences de potentiel n'arriveront dans le jeu que 1 an plus tard, donc on en était encore loin. Alors après, il va peut-être avoir des joueurs ballon bas qui vont apparaître progressivement quand même, hein, en passif. Par contre, si vous aviez ballon bas, vous marquez le but. Hein. Donc quand même, il commençait sa légende. Ensuite, pour le Nita, renforcement, donc plus 30% de puissance sur le ballon bas. Donc lui, il avait seulement 30% et il fallait en plus lui donner le ballon bas, la reprise de volée qui était sur le Nita rouge. Donc si vous l'aviez, ça devenait un bon attaquant, c'est vrai, avec cette volée, et c'est plus 30%, mais encore fallait-il avoir le Nita rouge. Ensuite, vous aviez le Ino, qui était nul à sa sortie parce qu'il n'avait pas de tir S, plus 30% face aux joueurs japonais. Bon, voilà, ça n'a pas changé, c'est resté un joueur d'event, dans certains events il pouvait être utile, il y a eu après par la suite, bien plus tard, des events où il fallait des joueurs RJ7, donc il était utile, mais en soi, ça ne l'a pas du tout fait, enfin, pas revenir parce qu'il n'a jamais été bon, mais ça ne l'a pas rendu bon. Ensuite, le bleu, plus 50% en cas de bon choix. Voilà, donc dès le début des passifs, il y avait ce concept de bon choix, sauf que sur un buteur, le bon choix, ben, ça sert à rien. Donc il restait un mauvais buteur, ce Napoléon bleu, et bon, en plus il n'y avait pas assez de TS différents pour que ce soit vraiment intéressant. Bon, après, on va dire que pour faire une 1-2 en PvE, mais voilà, dans PvP ça l'a pas ramené. Et le vieux Santana aurait pu se récupérer plus 30% de puissance de tir sur les techniques spéciales. Donc ça oui, ça l'a fait un petit peu revenir quand même, puisque ça c'était simple, concret, permanent, plus 30% en tir. Voilà, là ils sont pas embêtés. Alors pourquoi sur certains ils ont amélioré leurs points forts pour les remettre dans le coup, et pourquoi sur d'autres ils sont allés faire bonne lecture sur Napoléon? D'où vient l'idée de mettre la bonne lecture sur Napoléon? Alors sur qui il aurait pu être intéressant? Sur le Misaki, une bonne lecture par exemple, c'était plus cohérent. Ensuite, on a eu l'annonce des events, donc ça c'était le 4 décembre, début de l'anniversaire, avec l'annonce de tout ce qu'il allait avoir.
Donc c'était très riche, c'était très dense, d'abord avec un portail équipe nationale du Japon par palier. Ensuite il y avait un nouvel event, story event, donc à durée limitée, pour avoir le Nita. Maillot officiel du Japon. Hélas, Nita n'aura pas droit à un perso d'invocation durant cet anniversaire. 50 Dream Ball dès le début pour vous aider à invoquer, sympa. Ensuite, le maillot officiel, comme ils l'ont fait par la suite dans le jeu. Ensuite, des tickets, mais bon, voilà, des tickets pas SSR, hein, mais des tickets où vous pouvez quand même avoir les nouveaux joueurs. Des ballons d'endurance, parce qu'il y avait plein de trucs à farmer, très bonne idée. Et le Ishizaki, alors il n'y avait pas l'explosion, évidemment à l'époque. Alors il avait un contre-S. Je suis allé voir, donc très bien, contre S qui pouvait après servir à donner à d'autres persos, et en contre, il était pas terrible, il était pas terrible, 4500 en contre, et 3500 en puissance, donc vraiment un joueur aux stats catastrophiques. Alors au début ces joueurs-là étaient classés World Cup, donc ils n'étaient pas utilisables dans des events où il fallait des juniors, des espoirs, etc. C'est que plus tard que tous ces joueurs vont être requalifiés, au bout d'un an et demi, je sais plus trop, ils vont être requalifiés dans des catégories, et lui sera classé junior d'ailleurs. Et il avait le passif courage, logique hein, pour Ishizaki, à l'époque les passifs collaient vraiment au type de joueur. C'est par la suite qu'ils ont commencé à faire un peu n'importe quoi, à donner full body à tout le monde par exemple. Donc courage, voilà, tant qu'il a une endurance, il peut faire une technique spéciale. Mais bon, il était tellement faible, j'ai envie de vous dire, qu'il servait pas à grand chose. Donc c'était un cadeau, mais qui servait pas à grand chose, vraiment pour débuter pour un nouveau joueur. Voilà donc l'écran d'accueil, magnifique, imaginez, vous vous réveillez, je me rappelle très bien en plus, hein, le réveil, le lancement du jeu et cet écran qui était magnifique. Alors le Nita qui était farmable, il fallait l'éveiller 8 fois, donc ça coûtait une fortune en médailles. À l'époque on n'avait pas énormément de médailles, donc en stats c'était catastrophique, hein. Il n'avait pas une stat au-dessus de 5000. Par contre, il avait, alors c'était une passe A, mais il avait la compétence, enfin le passif, plus 100% de puissance en passe. Donc ça le rendait quand même bon en passe, et comme à l'époque il y avait très peu d'intercepteurs dans le jeu, et encore moins de bons intercepteurs, bah, il était quand même utile pour faire des passes. Voilà. Après il servait aussi pour donner la passe A à des Nita. À l'époque c'était pas évident d'avoir la passe A sur un joueur. Hein. Donc sympa quand même. Ensuite là, alors vous pouviez obtenir des médailles bleues en farmant qui vous permettaient d'acheter des tickets. Ça c'était bien. Et puis voilà, le portail, donc là vous voyez, hein, c'était en 6 paliers, le truc qu'ils ont gardé, hein, 30 Dream Ball pour commencer, 40 Dream Ball, puis après du 50 Dream Ball, 3e palier à 50%, 4e palier SSR garanti, et 6e palier SSR garanti. Alors je crois que le 6e, vous avez, ouais c'était que le 6e, où vous aviez un nouveau garanti. Mais ce qui était vicieux, c'est que dedans vous aviez le Tsubasa qui était pas énorme. Comme souvent les Tsubasa d'anniversaire, c'était des joueurs assez complets et qui n'étaient pas, voilà, pas vraiment forts, pas du tout cheatés. Il avait un tir S, tir de la feuille morte voltante, donc un tir S bien connu à 455, donc il n'arrivait même pas avec une nouvelle TS, il n'avait pas d'autre TSS. Donc voilà, il avait un tacle A, ça c'était bien, je crois que c'était le premier Tsubasa avec une technique défensive, une passe A, donc il était pas mal, et surtout il était, c'est ça qui allait rechercher les gens, il avait les premières compétences d'équipe de couleur. Avant, comme je vous dis, c'était plus 50 tirs, plus 5% tir, plus 3% d'interception. Lui, il avait plus 10% pour les joueurs bleus. Donc c'était pas un système de lien, hein. Il donnait 10% à tous les joueurs bleus. Donc le but était d'avoir 11 joueurs bleus sur le terrain, et donc d'avoir 3 joueurs, donc d'avoir 3 nouveaux joueurs d'anniversaire pour arriver en PvP avec 30%. Et en fait, ce qui a tué le jeu à ce moment-là, et qui a fait partir plein de joueurs, ça a été le premier gros raté de Clad, en fait, hein, ce système-là. C'est qu'en fait, peu importe finalement la qualité de vos joueurs à ce moment-là, le seul objectif qu'il fallait viser, c'était avoir 30%. Parce que vous aviez beau avoir un Ino qui était un top buteur, si vous n'aviez pas les nouvelles compétences d'équipe, votre Ino, il ne valait plus rien en PvP. C'est-à-dire qu'un Meuler rouge avec 30%, dans une équipe full rouge, eh ben, il pouvait arrêter les tirs de Ino. Donc vous étiez ruiné sur un Kals, sur un Ino, sur un Crawford, qui est arrivé 15 jours avant l'anniversaire. Eh ben, si vous n'aviez pas les compétences d'équipe nouvelle génération, vous étiez mort. C'est pas comme aujourd'hui, on passe de 20 à 23, de 23 à 25. Là non, on passait des petits pourcentages sur que le tir, que l'interception, que le tacle, à 30% de toute stat. Donc c'était une révolution. Et donc il fallait pas changer toute l'équipe, attention, il vous fallait 3 joueurs qui vous donnent
c'est plus 10% à votre couleur. Alors au début, le fait d'avoir 22, 23% ou même 20% suffisait. Vous aviez 20% avec 2 nouveaux joueurs et vous complétez par le Ishizaki par exemple offert qui vous donnait 3% à une couleur. Donc 20-22%, vous pouviez un petit peu quand même vous défendre. Moins vous étiez mort, mais voilà, face à un joueur qui avait 30%, ça faisait la différence. Donc ce Tsubasa, il avait le passif, parce que tous les nouveaux joueurs à partir de là allaient avoir des passifs, il avait plus 10% face aux joueurs force. Donc c'était vraiment pensé pour la méta couleur qui arrivait. Donc effectivement, dans une équipe bleue, qui affrontait à 30%, qui affrontait une équipe rouge, avec ce plus 10%, il devenait bon, ce Tsubasa. Le problème, c'est que si vous affrontiez des bleus ou des verts, alors les verts n'en parlons même pas, ce Tsubasa était un peu faible. Voilà, c'était pas un gros joueur, par contre il faisait mal les Genzo et les Müller par exemple, il leur faisait très mal. Hein. Ça, il n'y avait pas de doute là-dessus. Ensuite, il y avait le Misugi. Alors le Misugi, très très bon. On va passer vite, alors lui, c'était un rouge, hein, donc plus 10% pour les rouges, avec une compétence d'équipe tueur de joueurs verts, donc voilà, lui il était rouge, donc il était très fort sur les joueurs verts. Il arrivait avec, voilà, tacle S, c'est sur la technique S. C'était un bon joueur, voilà, il était milieu défensif, un très bon milieu défensif. Ensuite, le scandale de cet anniversaire, voilà, toujours Clap qui arrive à gâcher des bonnes idées. Le Genzo et la malédiction des gardiens verts qui continue. 2 gardiens verts dans le jeu jusqu'à là, 2 mauvais, injouables en PVP. Et là, ils nous sortent un Genzo vert qui sur le papier fait rêver. L'image est très belle, des stats de fou, 8000 en arrêt, on n'avait jamais vu ça, bonnes stats de physique, etc. Sauf qu'il n'avait pas d'arrêt S. C'était un spécialiste en arrêt, il était très moyen en coup de poing, et il avait que le coup de poing. Alors il avait le passif maître des arrêts, c'était le premier d'ailleurs à avoir ça bien sûr, donc très bien. Alors à l'époque on comprenait rien, c'était en japonais, et vu que la formulation est foireuse, je vous la lis en français, hein, peut effectuer fermement en arrêt même si l'arrêt doit être évalué en un clin d'œil. Donc vous imaginez que ça, voilà, en japonais vous avez ça, vous comprenez rien, on a mis longtemps à comprendre ce que voulait dire maître des arrêts. On pensait que ça le rendait meilleur en arrêt, alors qu'en fait c'est tout simplement qu'il ne relâche jamais le ballon. Mais le problème c'est qu'il fallait l'arrêt du Genzo rouge. Donc en fait vous aviez le meilleur gardien du jeu théorique, mais si vous n'aviez pas le Genzo rouge, c'était compliqué de l'avoir à l'époque. Beaucoup de gens avaient le nouveau Genzo sans avoir l'arrêt S à donner, donc finalement ils arrêtaient le jeu. Parce qu'ils allaient en PVP avec soi-disant le meilleur nouveau gardien, et ils se faisaient allumer parce qu'ils n'avaient pas l'arrêt. Donc ça les dégoûtait, il y en a qui ont arrêté à cause de ça. Le problème qu'il avait, parce qu'il y a toujours des douilles, c'est que sa compétence d'équipe n'était pas de 10% mais de 7%. Mais oui, vous comprenez, on va pas mettre 10% à tout le monde, ça serait trop facile. Donc certains avaient que 7%. Voilà. Donc c'était compliqué d'avoir les 30%. Sano était complètement nul. Un attaquant milieu offensif avec un tacle S. Voilà. Et comme il n'y avait pas d'ordre Sano, il avait un tir A faible, donc il savait qu'à tacler. Donc en fait, son utilité, c'était qu'il apportait plus 5% au bleu. Oui, parce que même, le pire là-dedans, c'est que en plus d'être mauvais, il apportait même pas 10%, lui, il apportait carrément que 5%. Vous imaginez cette arnaque intersidérale. Il n'avait même pas l'intérêt de la compétence d'équipe. Alors, par rapport à ce qu'il y avait avant, c'était pas mal. Si vous aviez par exemple 15-20% pour commencer au début du mois de décembre, vous étiez quand même pas mal. Hein. Et le Urabe avait réussi l'exploit d'être encore plus nul que le Sano. C'était le premier Urabe d'invocation. Il avait des stats misérables et il n'avait pas de technique S, il avait simplement un contre A. Donc imaginez, vous achetez des packs, vous dépensez de l'argent, vous faites les 6 paliers, vous partez avec Urabe, qui a que 5% en compétences d'équipe et qui n'a pas de technique S. Il y a des gens qui ont arrêté le jeu à cause de ça. Voilà, il y avait déjà une douille. Voilà. Ah oui, vous pouvez avoir de nouveaux joueurs. Par contre, attention, hein, sur les 5, vous en avez 2 qui sont nullissimes, que vous ne pourrez, qu'en PVP, ça sera des plots. Voilà, qui seront moins forts que des persos sortis à 2-3 mois. Même moins forts que bien sûr, que des joueurs sortis au début du jeu. 2 jours plus tard, lancement de l'agglo. Donc la version française est arrivée. Alors d'un côté, vous avez des gens qui sont restés sur la japonaise, c'est mon cas. Moi, je suis resté plusieurs mois sur la Jap, parce que j'avais déjà une bonne équipe, j'avais déjà un compte monté, etc. Et en parallèle de tout ça, il y en a qui ont débuté le jeu sur la française parce qu'ils ne voulaient pas jouer en japonais, c'était trop pénible. D'autres qui sont passés de la japonaise à l'aglo, avec de l'expérience en plus. Voilà, donc il y a eu le lancement à ce moment-là, et puis je vais vous parler un petit peu de l'aglo au fur et à mesure, hein, quand même, hein, sur des événements importants de l'aglo. Le 6 décembre, nouveau joueur Confédération, donc à avoir par invocation. Donc le premier, Sakon Konsawat, alors c'est pas un joueur d'invocation. Il était très dur à avoir, il fallait avoir par invocation avec les médailles conf. Alors il n'était pas jouable en PvP, voilà, il avait un retourné S à faire avec ses frères, qui étaient achetables dans la boutique Ligue et la boutique PvP, donc bonne chance pour avoir les 3, et même avec ça, il n'était pas assez fort. Voilà, dommage, mais par contre ces 3 Thaïlandais seront très utiles pour des events par la suite. Ensuite, les events exclusifs à l'anniversaire, comme il y en a eu après par la suite,
très intéressant, ça permettait de farmer des techniques A. C'est la première fois dans le jeu qu'on pouvait farmer des techniques A. Hélas, pas que des bonnes idées, puisque là, une idée originale, farmer une technique pour Morisaki, alors qu'il n'y a pas de Morisaki d'invocation dans le jeu. Encore une idée débile de Clab. Après, en tant que gardien, pour ceux qui n'avaient pas de vrai gardien en invocation, bon, on va dire que c'était mieux que rien. Enfin, c'était mieux que rien. En stats, il était très faible. On va dire que même il avait même pas le niveau d'un Hernandez vers Inter Milan là, qui était nul. Hein. Il arrive avec l'arrêt GGK, donc qui était que pour lui en plus. Donc vraiment inutile. Et en compétence d'équipe, il donnait 3%. Donc 3% au vert. Donc à la rigueur, pour compléter des 10 ou des 5%, il a été utilisé pour ça, mais en tant que joueur, et la technique spéciale n'a servi à rien. Par contre, beaucoup plus utile, le Jito, qui était donc farmable technique A, donc le contre A farmable. Alors très utile parce qu'à l'époque on avait très peu de ballons noirs et donc beaucoup ont mis le contre A80 sur le Jito Dreamfest parce qu'en fait il y avait tellement peu de ballons noirs qu'on mettait tout sur les tirs S et les arrêts S des gardiens ou les punch S. Tout partait là-dedans. Donc les contres restaient S1, sauf peut-être les 10, 20, 30 plus gros joueurs du monde. Donc résultat, le mieux c'était de monter une technique A, et là avec ça, les gros farmers ont réussi, ceux qui avaient quand même une bonne équipe, parce que l'event était très dur, attention, hein. Il fallait une sacrée équipe pour réussir ces events. Sinon en tant que joueur, il était pas mauvais du tout, et aussi utile le tacle A de Soda, qui permettait d'avoir un tacle A80, alors là pareil, les tacles S on les montait pas trop. Le joueur en lui-même était pas énorme, mais bon là, si vous montiez son tacle A, que vous n'aviez pas de vrais défenseurs, pourquoi pas. Ensuite, le Dreamco décevant, parce qu'un anniversaire, on s'attend quand même à un Dreamco puissant. Il y avait un bon joueur et un nul. Vous aviez le Robson, qui devenait le meilleur contreur du jeu, cheaté. Alors il avait que le contre S, mais par contre, voilà, donc il arrêtait tous les tirs, et il arrêtait aussi pas mal de dribbles, etc. Le problème, c'est qu'il avait peu d'endurance, et on va dire, vous pouviez faire qu'un contre S de base, et pour le deuxième il fallait le full power, donc c'est vrai qu'il était vite épuisé et en fin de match il servait plus à rien. Et le Victorino, complètement raté, il avait simplement un dribble S, mais il était tellement faible en tir que même avec le tir S en duo du Victorino précédent, ça servait à rien, il marquait pas de but, et en dribble il était même pas assez fort, le dribble S était faible, et il y avait plein de joueurs capables de le stopper, donc ce Victorino n'a jamais été joué, et personne ne voulait l'avoir, hein, ce Victorino. Le 15 décembre, donc célébration de Noël avec des récompenses. Le 15 décembre également, event à points Shingo, pareil avec 2 Shingo. Donc vous aviez le Shingo que tout le monde pouvait avoir en faisant l'event facilement, qui avait un tacle A, donc vous pouviez farmer un tacle A, pas donner un Shingo, pourquoi pas. Par contre vous aviez le rouge, qui était très rare, pareil, il fallait être bien classé, qui était extrêmement fort, qui arrivait avec le tacle A, une de A avec Tsubasa, voilà, et un Chira qui servait à rien, mais il était quand même très bon. Ensuite, nouveau joueur, Boutique League, je vous en avais parlé, là c'est Farhan Konsawat. Voilà, à jouer que dans des events réservés aux Thaïlandais qui vont apparaître par la suite. Au début, ils ne savaient pas vraiment. Et ensuite, le 15 décembre aussi, donc le Portail World Cup partie 2, avec 5 nouveaux joueurs. Et dedans, alors c'était décevant aussi, c'était très particulier. Alors vous aviez la star du portail, le Wakashimasu, qui a fait faire des cauchemars à beaucoup de joueurs, tellement il était fort. Donc c'était un gardien bleu puncher, le premier bon gardien puncher du jeu. Et quel avantage il avait, c'est que en fait il était ultra endurant, il fallait beaucoup de tirs pour l'avoir, surtout qu'il avait comme passif courage. Donc ça veut dire que c'était le gardien le plus endurant du jeu, sachant qu'à l'époque pour marquer, la technique était simple, épuiser le gardien. Très difficile, voire presque des fois impossible à épuiser, et en tant que gardien il était à peine en dessous de Genzo avec l'arrêt S. Donc ça a été le meilleur gardien, concrètement ça a été lui. Genzo, au début on s'est dit c'est lui le meilleur gardien par rapport aux stats, etc. Et par rapport aux calculs qu'on avait sur Tsubasa.m, mais au final, dans les faits, c'était lui le meilleur gardien. Ensuite il y a eu le Yuga, j'en parle pas parce qu'il était très décevant. Il arrivait avec le Neo Tiger Shoot, même pas le Raiju Shoot, une véritable honte. Voilà, faible, impossible de marquer. Même à Genzo et Muller, il avait du mal à marquer, pour vous dire, hein, tellement il était décevant pour un buteur d'anniversaire. En fait il était utile simplement parce qu'il apportait 10% au vert, et que si vous aviez une équipe forcément avec plus de compétences d'équipe que votre adversaire, là ce Yuga était intéressant, mais à compétences égales c'était mort. Et puis vous aviez le Hakai qui était aussi un des monstres de cet anniversaire. Alors il arrivait avec un contre S, donc il était cheaté en contre, surtout contre les joueurs verts. Vous pouvez lui donner le tacle S du bleu. Donc imaginez à quel point il était fort. Donc voilà, ça a été un des meilleurs défenseurs du jeu pendant un bon moment, hein, pendant 6 mois, un des top défenseurs.
Ajout de passif de 6 joueurs encore, donc vous voyez, ça allait assez vite au début quand même. Avec donc Brolin, tueur de Yuga, nul. Voilà, parce que alors c'est vrai que face à un Yuga, il avait aucune chance Yuga, mais c'était trop ponctuel. Alors moi j'aime bien ce genre de passif, je trouve que le jeu aurait dû rester sur les passifs comme ça, situationnels. Parce qu'au moins les persos, il fallait être intelligent, il fallait bien les positionner. Ce Brolin, vous le mettiez sur le banc, vous affrontiez un bon Yuga, Khalifazi avec le Raiju Shoot, à la mi-temps vous mettiez le Brolin devant lui, c'était plié. Il marquait plus un but du match. Donc c'était tactique. Alors que par la suite, ils ont commencé à faire des passifs qui rendent les joueurs forts tout le temps, il n'y a plus de tactique. Moi j'aurais préféré qu'on ait que ça, et en plus c'est très fidèle au manga, puisqu'il a totalement neutralisé Yuga dans le manga. Premier joueur avec autocontre, sauf qu'il a fallu attendre 3 ans ou 4 ans, 4 ans je crois, pour que les autocontres soient utiles. En fait, c'était tellement faible, le calcul de l'autocontre, que en fait, ça ne stoppait aucun tir. À part les tirs blancs, aucun tir spécial n'était stoppé par un autocontre. Donc pendant 4 ans de jeu, donc là on va dire 3 ans et demi après que ça soit arrivé, l'autocontre a été inutile. Ensuite, augmentation des coups critiques de 50% sur le Shingo, nul comme passif, ils ont même arrêté de le faire par la suite, donc ce Shingo est resté nul. Augmentation coup critique aussi de 80% pour Wakashimasu, certains ont essayé, mais non, il restait pas foufou. Mettre de la bonne lecture du jeu, 50%. Sur le premier Matsuyama, ça le rendait un peu plus jouable quand même. Et le Oeran qui était bon à sa sortie, tueur de buteur plus 20%, il est revenu dans le coup. On le voyait beaucoup début 2018 dans des équipes vertes parce que face aux attaquants, il était extrêmement dangereux avec son tacle. Ensuite, le 22 décembre, célébration de fin d'année avec des récompenses. On avait un ticket à choix de couleurs comme on a eu d'autres années. Voilà, des choses, des Dream Ball, etc. Ensuite, le 22 décembre, encore une nouvelle spé donc un dribble pour Matsuyama. Alors le dribble en soi, c'est pas ce qui était recherché sur les Matsuyama qui étaient principalement défensifs. Ça a toujours été un peu le cas, même s'il y a eu quelques bons buteurs. Mais ça peut toujours dépanner un dribble A pour relancer. Mais lui était bon. Voilà, ce Matsuyama a fait partie, je pense, des joueurs coffres qu'on pouvait farmer pendant l'anniversaire. En maillot officiel, ça a été celui qui a été le plus joué. Parce que en fait, ce qu'il avait d'intéressant, c'est qu'il avait 2 techniques, ce Matsuyama. Donc vous pouviez monter les 2 en farmant. Alors après, pareil, l'event était extrêmement difficile. On ne le réussissait pas avec une petite équipe, hein, je vous le dis direct. Mais il avait le dribble A et le contre A. Et donc vous pouvez lui rajouter un tacle A aussi, par exemple. Et donc ça faisait quand même... Et il avait plus 50% de renforcement des TS. Donc toutes les TS plus 50%. Et donc si vous mettiez le dribble A 80, le vol 80 et le contre A 80, plus vous montiez un petit peu un tacle A ou même le tacle, vous mettiez un tacle S, hein, tout simplement, d'un doublon que vous aviez, c'était un bon joueur, il avait sa place en PVP. Donc voilà, intéressant à signaler. Ensuite, Event World Cup, alors là très intéressant, il fallait affronter l'équipe World Cup, et si vous la battiez, 50 Dream Ball. Donc ça c'est beau quand même, c'est autre chose que les events qu'on a maintenant où on récupère une Dream Ball par une Dream Ball. Le match était extrêmement dur, mais au moins, la récompense était magnifique, et il y avait un véritable plaisir, et je pense qu'ils auraient dû garder ce système, qu'à chaque anniversaire, un event où on devait affronter l'équipe anniversaire, voilà, les joueurs qui venaient de sortir, avec 50 Dream Ball. Voilà, là au moins, quand vous réussissiez, vous étiez vraiment content. Et le troisième portail, alors ça s'est fait la première célébration, l'anniversaire, c'était ça. Il y avait toujours un portail récapitulatif, ça a été abandonné. Donc vous aviez un dernier joueur en maillot officiel, plus tous les autres joueurs qui revenaient. C'était l'occasion d'avoir ceux que vous aviez ratés. Ça c'était plutôt sympa. Et vous aviez toujours le dernier joueur qui était le meilleur de tous, qui était vraiment hyper fort. Ils ont fait ça pendant quelques temps. Et là c'était le Misaki qui a été mon joueur préféré pendant un bon bout de temps sur le jeu. Il était parfait. Voilà, n'ayons pas peur des mots. C'était un milieu offensif, un créateur, un numéro 10, hein, pas un buteur. Donc premier joueur je crois à avoir l'auto-interception. Peut-être qu'il y en a eu un avant. Enfin en tout cas, bref. C'était très rare à l'époque et lui en tant que récupérateur il était super, il était très bon en interception, il avait une interception A mais l'auto-inter attrapait tous les ballons sans problème, il avait un dribble S et il était tellement fort en stade de dribble et de technique et de rapidité qu'il était très dur à stopper. Vous pouviez lui donner le 1-2 S du Misaki vert, donc junior, donc en 1-2 il était très dur à arrêter aussi. Voilà, donc vraiment un créateur de jeu exceptionnel, le meilleur numéro 10 du jeu pendant de longs mois, et il a apporté 7%, par contre seulement en compétences d'équipe. Les 10% étaient extrêmement rares.
Ensuite, dernier retour, alors il y a eu un ultime retour là, ça c'est plus rare, des joueurs Jap en milieu officiel. En fait, c'était chaque jour, ils revenaient par couleur. Donc vous aviez par exemple le premier jour la couleur rouge, les joueurs rouges, donc vous aviez Akai et Misugi qui revenaient dans un portail, voilà, pour tenter de les avoir encore. Mise en place de la coopération mondiale, avant c'était que la coop entre gens de la même confédération. Là ils ont mis en place le fait que vous pouvez lancer, faire des events en coopération avec n'importe qui, avec des inconnus. Très très utile pour farmer, surtout quand on est dans une confédération très peu active, voire même si on n'est pas dans une confédération. Nouveau joueur, j'en avais parlé un peu avant, Shana, donc il arrive en décalé, hein. Il est arrivé seulement le 29 décembre, Shana, donc pareil, utile par la suite dans certains events, c'est tout. Le 31 décembre, on finit en beauté cet anniversaire avec double portail, on n'avait jamais vu ça, on ne connaissait pas si c'était un Super Dreamfest, donc avec le concept de 3+1, donc on était comme des fous, évidemment, on s'est tous à peu près ruinés là-dessus, enfin, tous les cache-players se sont ruinés là-dessus, surtout que pour la première fois, on avait des portails 100% Dream Festival, joueurs Dream Festival en rate up. C'était la première fois que ça arrivait, ils avaient gardé ça pour l'anniversaire, enfin pour la célébration, ils sont pas bêtes, et c'était monstrueux, parce qu'en plus les deux joueurs étaient bons. Alors vous aviez côté gauche, vous aviez Rivaol, qui était un poil décevant. Alors je sais, ceux qui sont joueurs seulement de version Glo sont choqués. Comment ça? C'était un game breaker. Il a été game breaker que sur la version Glo, parce que sur la globale, il est sorti très tôt. Et à cette époque-là, en gardien, vous aviez que Muller et Genzo. Donc quand dans un jeu, vous avez que des gardiens rouges, c'est vrai qu'avoir un Super Dreamfest buteur avec tir longue distance farmable, le B60 faisait très très mal déjà au gardien, il marquait des buts, il coûtait peu d'endurance, au pire vous épuisiez le gardien, donc c'était un très gros joueur, il vole sur la Glo, mais sur la Jap, la situation est totalement différente. Sur la Jap, vous avez déjà un gardien capable d'arrêter tous ses tirs sans difficulté, c'était le Genzo World Cup. Lui, il arrêtait tous les tirs sans problème, donc déjà pas d'inquiétude. Et même le Wakashimasu avait la même couleur, il arrêtait la plupart de ses tirs. Donc finalement, dans la méta couleur qui s'est installée totalement à partir du mois de janvier, oui, vous aviez le Revol face à une équipe rouge, forcément le gardien était rouge, il marquait des buts. C'est clair qu'il marquait des buts, pas de problème. Par contre, quand vous tombiez sur des équipes vertes et bleues, ben là il était quasiment useless quoi. À part épuisé. Par contre, c'est vrai que épuisé, avec son tir B60, c'était pas mal. Maintenant, sur la Glo, ben, c'était pas du tout la même situation de la méta, et il était extrêmement dangereux, parce que les gardiens World Cup sont sortis après lui dans la Glo, alors qu'ils sont sortis avant lui dans la version japonaise. Vous voyez la différence. Et le Levin, beaucoup plus fort, parce qu'il avait un tir longue distance, mais S, donc il pouvait surprendre, attention, il pouvait surprendre les gardiens verts, pourquoi pas rouge, Genzo, Muller, il pouvait être un peu dangereux, mais il pouvait surtout les fatiguer. Très très bon pour fatiguer en tirant du milieu de terrain, mais surtout il était bon globalement. Voilà, très très bon, il est resté bon très longtemps, ce Levin, extrêmement complet, extrêmement dangereux, et surtout voilà, vous aviez la possibilité d'avoir des Dreamfest qui étaient encore très forts, les Ino, les Diaz, les Natureza, donc c'était le moment de se faire une grosse équipe. Au même moment sur la Glo, les gens n'ont pas connu les portails qu'on a eu sur la Jap, qui étaient qu'avec un seul joueur Dreamfest, totalement différent comme façon de vivre le jeu les premiers mois entre la Glo et la Jap. Mais voilà, donc la Glo c'était très compliqué à suivre, et la Jap, bon, on en parlera si je vous fais une vidéo sur janvier 2018, mais là il y aura vraiment l'instauration de ces équipes 100% rouge, 100% verte, 100% bleu. C'était très dérangeant parce qu'en fait vous étiez vert, vous tombez sur une équipe rouge, vous étiez dans la merde et vous aviez très peu de chances de gagner parce que les rouges étaient plus forts déjà en soi, et en plus ils avaient l'avantage couleur. Et donc tous les joueurs de votre adversaire avaient l'avantage de couleur sur tous vos joueurs. Vous imaginez l'avantage que ça donnait. Ça a tué aussi le PVP ça, parce que finalement le matchmaking décidait presque de la victoire. Si vous aviez la malchance de tomber sur la couleur qui était supérieure à vous, vous étiez mort. Enfin, vous étiez très mal barré, principalement si vous étiez vert, parce que les rouges face aux bleus avaient déjà un peu plus de moyens de résister. Bref, voilà, allez, on ferme là cette longue vidéo sur cette grosse célébration qui a été vraiment cool, qui a fait rêver quand on y a joué, mais le réveil a été assez difficile. Il y a un côté gueule de bois au réveil en janvier en disant mince, j'ai claqué du pognon, j'ai claqué peut-être 300, 400, peut-être plus pour certains, et je me fais poutrer en PVP parce que j'ai pas 30% en compétences d'équipe, parce que les verts sont désavantagés, et pas de chance pour moi, je suis parti sur l'équipe verte, et c'était une erreur, mais je pouvais pas le savoir. Donc beaucoup de joueurs ont arrêté à ce moment-là. Ça a été la plus première grosse vague de départ du jeu, ce qui prouve que quelque part cette célébration, même si je trouve que ça a été la meilleure finalement, parce que c'était nouveau tout simplement, hein, mais ça a été déjà une première grosse erreur de club. Voilà, allez, on s'arrête là. Je verrai dans quelques temps si je vous fais le mois de janvier. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Bye.